Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'Open Book Management. Et je vous promets que je vais essayer d'éviter les anglicismes dont je sais que certains d'entre vous ici présents sont plus sensibles que moi à cette façon de parler. Donc, Open Book Management, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord une citation en anglais pour commencer, et après je me calme, une citation de John Case. John Case qui écrit dans la Harvard Business Review en 1997, mesdames et messieurs, c'était au siècle dernier, que les entreprises font mieux quand les employés ne font pas seulement attention aux différents paramètres que la qualité, l'efficacité, la productivité, etc., mais également au succès de leur entreprise. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que les collaborateurs soient concernés par le succès de l'entreprise? C'est toute l'idée qui est derrière l'Open Book Management. Donc, on dirait en français management à livre ouvert. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de management qui a pour ambition de développer chez les collaborateurs une compréhension financière de l'entreprise. Bien entendu, vos collaborateurs savent ce que fait l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Ils savent les produits, les services, ils savent peut-être la concurrence, ils savent peut-être le secteur d'activité dans lequel ils sont installés, mais bien entendu, on voit que ils ne comprennent pas forcément la partie financière de l'entreprise, pour plusieurs raisons, notamment parce que en général, c'est une partie sur laquelle on communique mal, et puis c'est pas naturel de comprendre ce qu'est un compte de résultat, un bilan ou la génération de cash flow. On va voir ça ensemble. Et donc, dans l'Open Book Management, dans le management à livre ouvert, on va donner cette compréhension financière aux collaborateurs pour leur permettre, chacun à leur niveau, d'améliorer la performance de l'entreprise. Et donc, c'est dans l'intérêt de tous, parce que bien entendu, une entreprise qui s'améliore financièrement, eh ben, elle a plus de ressources pour investir, plus de ressources pour partager la création de richesses. Alors, trois étapes qu'on va voir successivement pour mettre en place le management à livre ouvert. Première étape, on crée la transparence en partageant l'info financière avec les collaborateurs. Ça veut dire que on va former l'ensemble de l'entreprise à comprendre les concepts clés, hein, de la finance d'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat? Qu'est-ce que c'est qu'un cash flow? Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Et comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que un retour sur investissement? Et pourquoi c'est important de calculer un retour sur investissement? Donc on va prendre une matière qui est aujourd'hui plutôt dans le domaine des cadres et de la direction financière, et cette matière, on va la rendre intelligible à l'ensemble de l'entreprise. Alors, vous savez, on est dans la troisième décennie du XXIe siècle. La plupart des gens ont compris que le chiffre d'affaires est important, hein, même le collaborateur finalement le plus éloigné du chiffre d'affaires voit bien que si l'entreprise a des clients et fait des ventes, ben, c'est plutôt bon signe. Mais dès que vous lui demandez ce que c'est qu'une marge brute, ce que c'est que une valeur ajoutée, ce que c'est qu'un profit, eh bien, il a un tout petit peu plus de mal, mais pour une raison simple. On enseigne ça nulle part, à part aux endroits où on forme les cadres, qui vont, eux, avoir à raisonner, calculer, budgéter et corriger les trajectoires financières de leurs entreprises. Donc, ce savoir, idée forte, on va le démocratiser. Parce qu'évidemment, dès lors qu'on comprend la mécanique financière, on comprend les conséquences des décisions qu'on prend. Parce que finalement, vous savez, le langage financier, c'est un outil commun pour mesurer ce qui se passe et anticiper les conséquences des décisions qu'on veut prendre, puis vérifier si ça s'est produit. Et donc, on donne à chacun un outil pour mesurer l'impact de ses actions. Imaginez par exemple que vous demandiez à certains de vos collaborateurs de réduire les déchets de la séquence de production. C'est une bonne façon
d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, c'est de faire moins de déchets. Si vous ne leur donnez pas la compréhension de l'impact de ce plan d'action sur le compte de résultat de l'entreprise, eh bien, ça reste pour eux probablement assez abstrait. C'est-à-dire que oui, oui, ben, le management a décidé qu'il fallait réduire les déchets. Bon, ben, c'est très bien, on va le faire. Mais on va le faire pourquoi? Et comment ça change la réalité de l'entreprise? Eh bien, ils n'en ont aucune idée. Deuxième idée, engager les collaborateurs dans l'amélioration des performances. Ça veut dire que, globalement, mieux on comprend les enjeux, mieux on peut réfléchir ensemble aux leviers potentiels. Et là, c'est un outil fabuleux d'intelligence collective. Je vous rappelle que depuis longtemps, et Toyota en est une démonstration absolument éblouissante, on sait que la vérité n'est pas dans les réunions de cadre, elle est dans l'usine, elle est à l'endroit où on rencontre le réel de la façon la plus concrète possible. Si vous êtes dans un métier de service, ben, l'usine, ça peut être le service client, ça peut être la façon de produire, votre software, ça peut être la façon de gérer votre réseau et votre écosystème de partenaires qui font le travail de vous amener au plus près du client. Donc, dès lors qu'on comprend les enjeux mieux, on peut réfléchir ensemble aux leviers potentiels au niveau le plus bas, le contact du pneu avec la route. On peut donc se mettre d'accord avec cette intelligence collective sur les actions à mener et chacun peut mesurer la performance des plans d'action. Et vous voyez le cycle qui commence à se former. Vous avez donné les moyens à vos collaborateurs d'avoir une compréhension de ce que vous leur demandez et une compréhension eux-mêmes de ce qu'ils peuvent proposer et une compréhension de la mesure de l'efficacité de ce qui est proposé. Et donc vous avez quelque part des gens qui deviennent engagés. C'est un processus itératif puisque vous avez à recommencer ce cycle en permanence et nous verrons que ça se fait à un rythme relativement rapide. Enfin, troisième grande règle de l'Open Book Management, partager la prospérité. Il est évident que si vous donnez les clés de la compréhension à vos collaborateurs, qu'ils mettent en place des plans d'action, qu'ils voient les résultats de l'amélioration et qu'ils voient que le profit et le cash s'améliorent, eh bien, ils vont être en demande d'un partage de prospérité. Donc, c'est quelque part en transformant vos collaborateurs en associés, entre guillemets, c'est-à-dire en personnes qui ont l'intérêt de l'entreprise à cœur, que la performance s'améliore. C'est donc logique et sain de partager la création de valeur avec eux. Vous savez que chez Melsion, on le recommande depuis longtemps et en toutes circonstances. Et donc, les plans de bonus ou les accords d'intéressement que vous pouvez mettre en œuvre, ils sont donc discutés avec les collaborateurs concernés sur la base des prévisions d'amélioration. Et là, on est dans un cercle vertueux qui se renouvelle en permanence, puisque vous êtes en mesure de donner finalement les clés de la compréhension, vous êtes en mesure de discuter avec eux finalement de l'impact que ça peut avoir et du partage que cela va permettre si le plan réussit. D'accord? Et donc, vous avez en fait donné le pouvoir à vos collaborateurs d'améliorer hein, la situation, chacun à son niveau, chacun dans son service, chacun dans son rôle, et la performance collective en est transformée. Quels sont les facteurs clés de succès de l'Open Book Management? Il faut un suivi permanent des chiffres clés, idéalement, chaque semaine ou chaque jour. Ça veut dire que votre système d'information doit être capable de produire l'information pertinente pour permettre à un collaborateur d'un service, d'un département ou d'une business unit de faire une vérification de l'état de leurs chiffres, d'accord, par rapport au plan d'action qu'ils ont mis en œuvre et de vérifier si le plan d'action a produit ou non les effets désirés et à quel niveau. Il faut ajuster immédiatement les plans d'action.
Ça n'est pas un travail, comme on le voit dans certaines entreprises, de révision du budget 2 ou 3 fois dans l'année. Il s'agit d'un pilotage véritablement euh, euh, qui prend en compte chaque micro-évolution, qui prend en compte chaque moment où on peut faire quelque chose, autrement dit, qui prend en compte l'échelle de la semaine, mais parfois aussi l'échelle du jour. Bien sûr, il faut que les objectifs et les valeurs soient partagés. Hein, on ne travaille pas, tiens d'ailleurs, merci pour la faute d'orthographe, une petite contribution sera faite au nom de tout le monde, ça arrive rarement, mais avant que vous me le fassiez remarquer, elle saute aux yeux. Il faut que les objectifs et les valeurs soient partagés pour que on ait finalement un effet collectif qui fonctionne parce que chacun est dans la même démarche et un partage de la performance. Hein. Et un partage de performance, c'est pas seulement financier, c'est parfois simplement la joie, le bonheur, le plaisir d'avoir bien travaillé et de se le dire au sein de son équipe, de pouvoir se dire quand ça n'a pas fonctionné et pouvoir se dire quand ça a fonctionné. Dans une ambiance relativement ludique, parce que ce qu'ont compris et trouvé les gens qui font de l'open book management, c'est que petit à petit, vos collaborateurs vont se prendre au jeu, et d'ailleurs, vous verrez que l'origine de ce concept de management s'est transformé en une organisation qui s'appelle The Great Game of Business, le grand jeu du business, et donc il y a un côté parfaitement ludique à comprendre et à améliorer les éléments qui constituent la performance. Ça permet à chacun de jouer son rôle, et je dis bien chacun, puisque vous aussi, quand vous aurez analysé les clés de la performance de votre entreprise, vous serez persuadé que c'est une chaîne avec des maillons et que tous les maillons sont importants dans une chaîne, ce qu'on vous dit depuis longtemps. En conclusion, si vous avez envie d'aller plus loin, vous verrez que manager à livre ouvert est un processus qui est très engageant pour l'entrepreneur. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut démarrer puis arrêter. Ça n'est pas euh, une énième idée qu'on va mettre en œuvre. C'est quelque chose qui va vous engager pour plusieurs années. Les progrès sont très très lents au début. Il faut donc persévérer. Il y a un très fort retour d'expérience puisque les premiers Open Book Management, c'est 1993. Donc vous voyez, plus de 25 ans, c'était avant la fondation de Melsion, qui a 25 ans cette année. Et donc, il faut bien se dire qu'on doit aller dans ce processus-là en étant accompagné. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner là-dessus, mais qu'il va falloir persévérer. L'impact sur la culture d'entreprise est à la fois fort et durable. Ça veut dire que vous allez transformer en profondeur la façon dont vos collaborateurs envisagent la relation avec l'entreprise et que ça va être quelque chose qui sera capitalisable. Et vous voyez des organisations qui sont en open book ou en management à livre ouvert, vous voyez la capacité des collaborateurs, des employés à être finalement intégrés dans le processus même d'amélioration permanente de l'entreprise. Enfin, les performances des entreprises qui implémentent le management à livre ouvert sont bluffantes. Quelque part, c'est comme si sur un bateau, tout l'équipage se mettait à fonctionner dans la même direction. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin pour étudier ce que peut faire l'Open Book Management dans vos entreprises. Et nous sommes à votre disposition pour en parler, sachant que c'est un concept que nous apprécions beaucoup et que nous défendons depuis longtemps. Alors, d'abord, je pense qu'il faut saluer l'introduction par Patrick de la notion de pré-Melsion, avec donc ce nouveau calendrier qui date, qui commence à 1996 après Jésus-Christ et qui devient l'année zéro de Melsion. Et donc, il y a les concepts qui sont pré-Melsion et les concepts qui sont post-Melsion. C'est absolument Melsion-centrique, donc c'est formidable. Est-ce que vous avez des questions à poser à Patrick sur cette implémentation?
Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'open book management ou du management à livre ouvert? Hmm. Bah oui, c'est un concept qui est assez peu connu en Europe et je vous engage vivement à aller creuser cette question parce que c'est pas simple à mettre en œuvre, mais c'est absolument exceptionnel en termes de résultats sur vos entreprises, particulièrement les entreprises dirigées par un entrepreneur. Alors, j'ai une question, Patrick. Je sais que tu es souvent assez porté sur la privacy, garder ses données pour soi. Comment tu intègres ça, le fait de rendre subitement public tes comptes, puisque je rappelle à tout le monde un secret, c'est une information partagée à une seule personne à la fois. Et là, à l'évidence, on partage à un groupe, donc ce n'est plus secret. Comment est-ce que toi, tu comprends ça et tu gères ça? Alors, écoutez, je pense que c'est indispensable, finalement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La période où il y avait les cadres qui savaient et les employés qui exécutaient est derrière nous, même si dans certaines entreprises, on voit encore des comportements de ce type, qu'on soit dans le lean management, qu'on soit dans la théorie des contraintes, Goldratt, qu'on soit dans les méthodes agiles, qu'on soit dans l'open book management, de toute façon, on a compris aujourd'hui qu'une entreprise, ça n'est d'abord et avant tout que la somme des humains qui ont envie d'y travailler et d'y faire quelque chose d'intéressant. Donc il faut avoir un objectif commun, il faut avoir une sorte de dialogue, de langage commun pour décrire le réel et savoir comment on va travailler ensemble. Et finalement, la différence s'estompe entre les sachants et les non-sachants. Ces entreprises qui restent sur un modèle taylorien dans lequel finalement il y a des gens qui ont fait de belles études et qui expliquent à ceux qui en ont fait moins ce qu'il faut faire, eh bien, sont face aujourd'hui à un mur qui est que on ne cherche plus seulement à avoir un salaire chaque mois, on cherche à avoir du sens dans son existence et le sens, il peut être n'importe où et dans n'importe quel métier. Et du coup, vous êtes obligé en tant qu'entrepreneur de donner du sens à ce que vous faites au sein de l'entreprise avec vos collaborateurs. Et donc, du coup, vous êtes obligé, petit à petit, d'expliquer. Et donc, vous savez quoi? Il y a même un bénéfice extraordinaire, c'est que quand vous allez commencer à faire de la pédagogie sur votre compte de résultats, vous allez apprendre des trucs sur votre propre entreprise. Parce que pour faire la pédagogie de façon raisonnable, il va falloir simplifier, mais rester juste. Et donc, du coup, dans le processus d'ailleurs d'open book management, il y a un élément qui s'appelle le critical number. Et le critical number, c'est le chiffre clé qui décrit finalement, qui est un résumé de la performance, soit de l'entreprise, soit d'un service, soit d'une action, de quelque chose qu'on fait. Et le trouver en tant que tel devient un merveilleux outil de gestion. Donc non seulement vous n'avez pas le choix, il va falloir être transparent, d'accord, mais d'un autre côté, il va falloir travailler vous-même pour pouvoir être transparent d'une façon qui va vous apporter une meilleure compréhension de votre entreprise. Vous savez, ça fait longtemps qu'on croise les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs vous décrivent leur compte de résultats plutôt en solde intermédiaire de gestion, c'est-à-dire la version où on comprend bien le flux du business, un petit peu moins dans la version comptable, sauf ceux qui ont une appétence pour ça. Mais le nombre d'entrepreneurs capables de vous décrire leur bilan, alors ça, c'est beaucoup plus rare. Donc vous voyez, même au niveau des entrepreneurs, on a une culture financière relativement déficiente. Il y a quelques personnes qui sont compétentes. On espère que son directeur financier est compétent. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, comment nous-mêmes on peut s'approprier les chiffres de notre entreprise, les rendre clairs et intelligibles pour nos collaborateurs, c'est un point clé. Ça vaut, ça vaut le risque de voir ces chiffres se diffuser chez les concurrents, chez les partenaires, etc. Un petit mot quand même, parce que la question de Jean-Christophe est très pertinente. Il y a des choses que vous ne voulez pas révéler, pas seulement financièrement. Donc on fera tiens une chronique sur les différents niveaux de secret, Jean-Christophe. Excellente idée.
entre C'est noté. finalement public, ce qui est public mais peu connu, d'accord? Ce qui est secret et ce qui est très secret, vous avez là une vision mature du partage d'informations. J'en parlerai. C'est un sujet que j'aime beaucoup, comme Jean-Christophe le sait. Et donc, c'est sûr. Et je pense que tout le monde ici est d'accord avec moi pour te demander d'illustrer à chaque fois par des exemples personnels, car ça nous intéresse tous énormément. Ben, je vous révélerai pas tout, puisque par principe, il y a des choses qui sont très secrètes. Mais sur le fond, vous allez demander à tous vos collaborateurs de rester discrets sur les informations que vous partagez. Une anecdote, il y a une société cotée en bourse aux États-Unis qui pratique l'open book management et ils sont 2000, c'est une grande société d'énergie de l'État de New York. Ils ont déclaré à la SEC, donc aux gendarmes de la bourse américaine, l'ensemble de leurs 2000 employés comme étant insiders, c'est-à-dire ayant des informations non communiquées au marché, parce qu'ils pratiquent semaine après semaine le partage des informations. Or, ils ne communiquent avec les investisseurs que tous les trimestres. Donc, en interne, maintenant, leurs 2000 collaborateurs sont insiders trading, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vendre ou d'acheter l'action de l'entreprise parce qu'ils ont accès à de l'information en temps réel, En dehors des périodes où on a communiqué au marché. à part des périodes où on communique au marché. Ce qui est un statut normalement qui est réservé au comité de direction. Voilà. Donc ça peut aller assez loin quand on est persuadé que c'est une bonne chose. On peut aller jusqu'à expliquer à la SEC que l'ensemble de ses collaborateurs sont des initiés. Moi, je trouve que c'est poétique presque, la façon dont ce chef d'entreprise a décidé d'aller jusqu'au bout de sa logique. Merci beaucoup, Patrick. C'est Merci à un vous. grand sujet. On aura certainement l'occasion de l'approfondir ou de vous présenter des exemples, mais il y a un vrai intérêt là-dedans.